Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien. Salut Fabien. Salut à tous, encore un réel plaisir de te retrouver. Ah, super, on va encore pouvoir bien débattre de foot, c'est ça qu'on aime. Alors aujourd'hui, on va Voilà. parler du Paris Saint-Germain et plus précisément de Luis Enrique. Alors, Alias Lucho. alias Lucho. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Luis Enrique est-il le coach qu'il faut pour le PSG? Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Fabien va défendre la théorie du non. Toujours d'accord? On y va. Allez, c'est parti. Alors, je vais lancer mon petit chrono pour pouvoir bien respecter. Et c'est parti. Alors, pour moi, Luis Enrique, c'est un top coach. Alors, je pose ça là tout de suite parce que pour moi, c'est pas un simple détail. Quand je dis top coach, c'est-à-dire que c'est un entraîneur qui a eu des résultats probants tout en proposant un jeu, allez, on va dire juste attrayant, pour pas dire autre chose. Durant sa période de Barça, il a été capable de faire évoluer un peu le jeu dogmatique des Catalans, qui était énormément basé sur du tiki-taka. Alors, ok, il n'est pas passé non plus à du kick and rush à l'ancienne non plus, hein, nous, mais il a un peu assumé que le Barça n'est pas forcément la maîtrise du match, la maîtrise d'un match durant 90 minutes. Alors, c'est sûr, avec Messi, Suarez et Neymar, c'est plus facile. Mais n'empêche, On est d'accord. il a quand même remporté la Ligue des Champions. Et c'est quand même juste la dernière du club barcelonais. C'est pas un détail. Ensuite, il a enchaîné sur l'Espagne, sur la sélection espagnole. Alors, pour beaucoup de gens, inconsciemment, c'est un échec. Et oui, c'est vrai que quand on se rappelle de son du dernier mondial, l'élimination contre le Maroc en huitième de finale, oui, on se rappelle encore plus de la manière dont ils se sont fait éliminer, à jouer, et au final, ne jamais être capable de pouvoir véritablement tirer et marquer. Et ils se sont fait éliminer. Mais il ne faut pas oublier non plus avant, en demi-finale de l'Euro, finale de la Nation League, et tout ça aussi pareil, avec un jeu vraiment attrayant et un matériel à disposition pas forcément extraordinaire. On ne parle pas forcément de la grande équipe des Xavi, Iniesta et Fabregas. Alors, on vient de le voir, le CV, comme je viens de le dire, il plaît dans la faveur de Luis Enrique, malgré ce semi-échec face au Maroc. Il possède pour moi la légitimité auprès des joueurs. Il sait gérer un groupe avec des égos forts et surtout, il fait bien jouer ses équipes. Pour moi, c'est donc le portrait idéal du coach capable de s'imposer dans n'importe quel grand club européen. Et logiquement, pour moi, il peut être le coach tant attendu par le PSG depuis Carlo Ancelotti, c'est-à-dire le top coach. Par contre, la vraie question, c'est plus est-ce qu'il va avoir les pleins pouvoirs? Et si oui, combien de temps? Mais pour moi, ça reste une bonne idée de prendre Luis Enrique. Voilà pour moi. Écoute, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Alors, merci de me donner la parole sur le sujet. Euh, Moi, je vais pas être en opposition totale à ce que tu dis, c'est juste que je vais être extrêmement mitigé. Et j'insiste sur le extrêmement parce que je valide tout ce que tu dis, sauf qu'il y a un mot que j'aime beaucoup dans les analyses, c'est le contexte. Effectivement, tu parlais du Barça, c'était génial, c'était flamboyant. Franchement, il nous a fait rêver. Cette MSN, c'était complètement dingue, hein. On peut même rappeler quelques chiffres, hein. En 2014-2015, c'est 121 buts. Sur l'année 2015-2016, 131 buts. Et l'année d'après, c'est 142 buts sur les 176 inscrits. Donc, avec Obama en 2017, 49 passes décisives sur les 98 buts inscrits. Sur de la MSN, c'était juste, voilà, c'est champagne, feu d'artifice, que tu veux. Enfin, peut-être temps précédent, et enfin, c'est juste incroyable. Bon, ça venait aussi après une ère Guardiola qui était incroyable. Ça, c'est non négligeable. C'était aussi sur une période où Messi était complètement stratosphérique et rien à voir avec le Messi qu'on a vu ces derniers temps. Ouais. Donc, ça joue quand même quand tu as un extraterrestre dans ta team. Bon, il a le mérite d'avoir gagné, il les accroche à son palmarès. Super. On a vu ce que tu as dit sur la partie avec la sélection espagnole. Ouais, c'est vrai, il y avait du jeu avec les forces en présence, les jeunes qui émergent, les Gavi, etc. Bon, c'est intéressant.
Entre-temps, il y a eu quand même la case de AS Roma, quoi, qui était un peu moins glorieuse. C'était pas naze, mais c'était pas non plus fou, quoi. Et c'est ce C'était qui fait avant le que… Barça. Juste, c'était avant le Barça. C'était avant le Oui, Barça. tu as raison. Excuse-moi. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais pour le coup, on a quand même cette transition qui fait que on voit ce qu'il est capable de faire avec les forces en présence aussi. Et je dirais qu'il y a encore un contexte culturel qui est super intéressant. C'est que au final, tu vois, il était très ancien dans la culture club du Barça. Au Barça, bah forcément, tout le monde parle espagnol. Il a la culture espagnole. Les informations passent beaucoup mieux. Et forcément, quand tu es un joueur emblématique qui revient dans son club, bah, l'oreille est forcément un peu plus tendue. Il a pu se passer potentiellement le même phénomène avec la sélection espagnole. Les dimensions culturelles y jouent énormément. Maintenant, le côté culturel, on va pas se mentir, on sait très bien que le PSG, c'est un gros point noir dans le vestiaire. Voilà. Après, parmi ce gros point noir, je dirais qu'il y a un point gris, c'est qu'il y a une grosse connotation hispanophone. Donc peut-être que pour aller gérer justement ce genre de situation, il peut aider à faire cela. Si j'avais eu l'opportunité de choisir quelqu'un qui avait un profil, on va dire, unilatéral en termes de gestion culturelle, j'aurais pointé un Mourinho, par exemple, ou un Ancelotti, tu vois, quelque part. Enfin, moi, c'est l'impression qui me ressort de tout ça. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il va apporter un jeu offensif euh, attrayant, qui pourrait également nécessiter un ajustement significatif de certains joueurs. Donc, est-ce que les joueurs en présence vont faire l'affaire avec son philosophie de jeu? Certains oui, d'autres non. On a Messi qui est parti. On a une polémique Neymar partira, partira pas. Bon, je sais pas trop. Je pense que là, on est plus sur un oui, je reste, mais dans un contexte qui est pas foufou, parce qu'au final, la relation avec le public n'était pas exceptionnelle. C'est presque je reste par défaut parce que j'ai un contrat et en plus Luis Enrique arrive. D'ailleurs, une stat intéressant sur Luis Enrique et Neymar. Lors de son passage, Neymar était l'un des joueurs qu'il avait le plus utilisé. C'était, je crois, le numéro 4 en termes de joueurs le plus utilisé. Ouais, c'est ça. Il l'a utilisé à 145 reprises. Le numéro 1 était Busquets, 181, Messi 158 et Luis Suarez 147. Donc, tu vois, la MSN reste compacte, comme on peut le dire. Et aussi, bah, le point d'interrogation Mbappé, parce que typiquement, il pourrait s'appuyer là-dessus pour parfaire son jeu offensif, tourner vers l'avant avec une flèche qui part très vite, partira pas. S'il reste, comment je construis dans l'avenir, parce qu'on imagine bien qu'il y a quelqu'un de ce calibre-là, lui, il a envie surtout d'anticiper l'avenir. C'est quelqu'un qui donne la chance aux jeunes. Ok, très bien. Est-ce que parmi les jeunes qu'on a au PSG, on va avoir des jeunes à des joueurs clés qui vont, on va dire, matcher avec sa philosophie de jeu? Alors, il y a Warren Zaïre-Emery qui est, voilà, qui Attends, est très gardons sous le pied parce que là, il faut qu'on fasse notre petit débat. Là, tu nous sors plein de ouais. choses ultra intéressantes. Donc, vas-y, je te laisse conclure. Mais ouais, effectivement, j'avance là-dessus. Mais tu vois, effectivement, il y a aussi cette pression qui fait que le gars, il va arriver dans un club où la seule réelle ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, le gars arrive avec un niveau de pression qui est là. Il lui dit, tu me gagnes le championnat, ben, c'est bien, on s'en fout, quoi. Tu vois. Et pour le coup, bah, gérer cette histoire d'ego, bah, moi, j'aimerais bien le voir dans un contexte comme celui du PSG, et je suis pas certain que ce qu'il a réussi à faire en tant que meneur d'homme au Barça, il puisse avoir la même simplicité de le faire là. Ok. Non, bah écoute, pareil, ça nous donne plein de pistes à explorer pendant le débat. Et là où on va dire, on peut déjà commencer à trouver un point commun, un point d'entente entre nous deux, c'est le fameux contexte. Et c'est vrai on peut pas complètement l'enlever. C'est-à-dire que oui, pour l'instant, dans sa carrière, il a été capable de pouvoir fédérer autour de lui et avoir à certains moments des résultats, mais il était quand même dans un contexte globalement positif et avec lui, avec peu, enfin, si, il y avait de l'adversité, mais pas ce qu'il va connaître au PSG, clairement, pour faire. Exactement. Là, au PSG, Galtier peut le confirmer, c'est une polémique par jour, c'est c'est un, c'est un club à part, vraiment. C'est pas des mots galvaudés.
C'est la réalité. Le PSG, depuis maintenant quelques années, est devenu un club véritablement à part. Et est-ce que ce contexte à part, Luis Enrique peut l'appréhender correctement? J'avoue, c'est la vraie incertitude. Ouais. C'est là où on est juste avoir un vrai point d'interrogation. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, toute l'analyse globale de sa potentielle réussite va résider dans sa manière à gérer le contexte, en fait. Parce que même si tu vas au-delà du contexte, il y a aussi le contexte qatari, Ah oui, ah bah oui, avec justement cette pyramide de hiérarchie. c'est ça. En fait, Euh, quand je parle du contexte parisien et que le PSG est un club à part, c'est aussi, comme tu le dis, avec le fonctionnement qatari, c'est-à-dire avec des décisions qui sont prises par, on va dire, le sportif dans un premier temps, mais des décisions qui sont soumises à validation au fur et à mesure. Et on en arrive à certains endroits sur certains dossiers à ne même plus savoir en fait qui prend la décision, le directeur sportif, l'entraîneur qui a poussé, Nasser qui a le dernier mot, ou le fameux fantasme de l'émir qui déciderait à un moment donné ou un autre de la bonne marche à suivre. Enfin, c'est très difficile à suivre. Et sur ça, est-ce que Luis Enrique va être capable de pouvoir affronter ça? Ouais, je pense que là, on va trouver un point d'entente. Oui, bah, c'est inconnu. de ce que j'ai pu lire dans la presse déjà, après, à vérifier si c'est vrai, en tout cas, c'est ce qui a transpiré dans la presse, il se serait dit qu'il avait demandé minimum 2 ans sur son contrat incompressible afin de pouvoir mettre en place ses idées. En gros, ne me faites pas sauter au bout d'un an. Ce qui serait logique vu Ouais, le récent passé du PSG. Enfin, bah complètement. C'est surtout que je pense que avec le contexte qui existe en place, il peut très bien s'imaginer faire une première année catastrophe. bah, c'est Donc moi, totalement la question qui me rend, c'est est-ce que lui-même est convaincu que sa méthode est faite pour le groupe en place? Est-ce que pour lui, ça veut dire qu'il va avoir besoin de refonte assez profonde? Enfin, c'est en fait à partir de ce genre de détails, on peut se poser plein de questions et se dire bon bah ok, le gars est bon, mais est-ce qu'il va fitter avec nous quoi? Ah oui, non, non, mais ça, Ça, c'est la vraie interrogation que peuvent avoir et les supporters du PSG et même les suiveurs de la Ligue 1. C'est-à-dire que est-ce que ce coach qui, sur le papier, comme je le dis moi, a des références assez solides pour qu'on puisse se dire, OK, c'est un top coach qui arrive en Ligue 1, est-ce que ces références suffiront pour pouvoir, on va dire, passer ce contexte-là? Maintenant, moi, il y a un truc qui, on va dire, est important à prendre. Ça va dans mon temps, donc forcément, ça m'intéresse un peu plus. Mais je me dis que, on va dire, les cas comme Verratti, alors, je sais pas, hein, mais les déclarations de Luis Enrique par le passé, et par un passé il y a 7 ou 8 ans, il considérait comme Verratti comme un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, un régal à voir jouer. Idem avec Neymar. Est-ce que aussi, justement, ce top coach qui peut avoir la légitimité avec une partie du groupe peut pas aussi relancer les fameuses 2, 3 individualités qui ont fait clairement défaut ces dernières années au PSG, tu vois. Et il pourrait bah, avoir un CV idéal, tu vois, pour ça. tout est possible, tout est possible. Et j'ai envie de te dire même tout est possible dans le mercato aussi, parce que quand tu vois ce que l'Arabie Saoudite est en train de mettre sur la table, donc tu parles de Verratti se laissera-t-il tenter? J'en sais rien. On a vu l'histoire avec Seko Fofana, hein, William Les Khalidou Koulibaly, etc. Enfin, le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est gâchis. Mais bon, la raison de l'argent fait que bah, chacun a aussi ses objectifs dans la vie et tu respectes, quoi. Ah bah, Mais Verratti, on parle de lui très fortement, on parle de lui très fortement à Al-Ahly ou je sais pas. Donc, ouais, est-ce qu'en gros, Luis Enrique aura le temps d'être présenté officiellement et d'essayer d'influer véritablement sur le cas Verratti? On ne sait pas. Maintenant, d'ailleurs, je trouve que ça prend un peu de temps hein, quand même, cette officialisation, ah, mine de rien. si ça se trouve, en fait, on fait un débat en fait, qui va jamais avoir le lieu parce qu'en Et fait, c'est presque là où j'ai envie d'en venir, c'est que pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce ah, est-ce qu'il veut vraiment s'assurer d'avoir les garanties ou est-ce qu'il y a d'autres discussions sous-jacentes avec ce d'autres qu'on coachs? nous Enfin, dit, ce qu'on nous dit, je pense que voilà, on lit l'équipe et on se renseigne un minimum. Et ce qu'on lit depuis maintenant quelques jours, voire maintenant quelques semaines,
c'est la fameuse situation du contrat de Galtier. N'est donc toujours Oui, pas c'est vrai. terminée. Et donc, vu qu'elle n'est pas encore entérinée définitivement, on ne passera pas, Oui, on c'est va vrai. dire, J'avais oublié le détail. à l'officialisation. Maintenant, rien n'empêche le PSG de passer d'un dossier à l'autre et puis peut-être officialiser dans 3 semaines que le contrat de Galtier c'est terminé. Je pense que là, il faut quand même avancer un minimum. On est aujourd'hui le 29. On parle de la semaine prochaine, donc c'est le mois de juillet. Il n'y a pas non plus encore péril au niveau qu'il prenne ses marques. Maintenant, il ne faudrait pas non plus trop attendre non plus, ça c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, maintenant, dernier point, est-ce que, la proximité, enfin, même pas la proximité, maintenant, c'est la permanence de Jorge Mendes dans le club parisien, c'est compatible avec un Luis Enrique? C'est une vraie question aussi. Est-ce que cet entraîneur-là a l'habitude, voilà, de se faire, on va dire, soumettre tout un tas de joueurs sans forcément avoir son mot à dire? Ça m'étonnerait qu'il se laisse imposer des joueurs sans en avoir envie. Bah, le truc, c'est que je me dis, en reprenant un petit peu le schéma qui a été celui du PSG ces dernières années, effectivement, Jorge Mendes, bah, il prend peut-être un peu plus d'ampleur ces derniers temps, mais au final, depuis que Campos est là, peut-être même avant, il était déjà rayonnant autour du PSG. Effectivement, il y a une manne financière pour lui quelque part par là, il sait où graviter. Mais au final, quand les coachs sont en place, j'ai pas vraiment l'impression que des joueurs ont été imposés par ce gars-là, quoi, tu vois. À part peut-être Euh, proposer, mais bon, les coachs ont fait leur choix aussi. non, t'as raison, t'as raison. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de Jorge Mendes, Voilà. même depuis le départ. Mm. Maintenant, on est avec Ugarte, qui est représenté par Mendes, Mm. Asensio, et je ne sais pas si le joueur chinois Kang In Lee, c'est toujours d'actualité ou si ça s'est Ah, je arrêté. sais pas. Donc, et lui aussi est représenté par Georges Mendes. Mais on est loin, pour l'instant, de tout ce qu'on a pu entendre. Mais c'est vrai qu'on s'oriente vraiment vers un recrutement 100% Campos Mendes. Et est-ce que, encore une fois, c'est compatible avec Enrique? À voir. Donc, ça fait quand même pas mal d'incertitudes. C'est là où, mine de rien, tu as quand même un peu raison. Et moi, on va dire, je suis un peu plus positif pour le PSG en me disant que, allez, un coach de ce calibre-là peut peut-être enfin lancer une dynamique positive. Maintenant, dernier point, il y a qu'à Mbappé et ça forcément, ça va influer massivement sur la saison du PSG. Donc, Enrique. Bah, complètement. Bon, derrière, la vraie réjouissance de tout ça, c'est que tu vas récupérer un cash flow incroyable pour essayer de construire une équipe bah, à la dimension de cet argent, quoi, de ce montant. Donc, Ouais. à voir. Bon, Va-t-il donner la chance à des jeunes? Je sais qu'on sait pas. Mais ouais, en ouais, tout ouais, cas, ouais. moi, je m'assois, je prends mes popcorn, je pose la mise sur la table et je dis, bah, pour voir. Je peux même pas me prononcer malgré la dimension du bonhomme, quoi. Bah écoute, je pense que je vais te rejoindre, je vais prendre les popcorn, même si pour moi, ils auront déjà de base un goût un peu plus sucré que toi. Toi, ils sont un peu plus fades. Bon, je te Ouais, c'est remercie, ça, voilà. Fabien. Merci pour ce petit moment Je t'en prie. et puis bah, à très vite. Et nous, bah, écoutez, on se retrouve très vite aussi pour un nouvel épisode de Ses copains. Ciao les copains. Allez, à très bientôt. Salut, ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. C'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.